Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léo Lango, je suis stratégique account manager chez Digital Pharma Lab. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Thomas Douglas, expert IA et Omnicanal, et Didier Tranchet, expert IA et cofondateur de Digital Pharma Lab. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter de cette fameuse question, que dit ChatGPT de votre médicament ou votre dispositif médical? Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas et Didier, je vous laisse peut-être brièvement vous présenter avant qu'on puisse passer par la suite. Oui, je vais commencer. Donc, enchanté, Thomas Douglas. Je suis, et vous me connaissez sûrement peut-être pour ceux qui nous connaissent, consultant en transformation digitale. J'accompagne nos clients sur leurs sujets de transfo et donc particulièrement sur les sujets d'intelligence artificielle. Et puis, nouvellement engagé dans la création de produits IA pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, je vais présenter bientôt l'outil qu'on a développé qui s'appelle PharmaGio là-dessus. Voilà, et donc moi Didier Tranchier, cofondateur de Digital Pharma Lab avec Pascal Bécache, une entreprise de conseil indépendante et focalisée sur tout ce qui est innovation digitale et évidemment 100%, voire même 200% sur la transformation grâce à l'IA. Ouais, je te laisse proposer la suite, Thomas, merci. Donc, merci en tout cas pour cette petite introduction. Et vous l'aurez compris, chez Digital Pharma Lab, notre rôle, il est assez simple aujourd'hui, c'est accompagner les laboratoires dans leur transformation, on a dit digital, omnicanal et maintenant autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a formé près de 4000 personnes de l'industrie sur ces sujets et on a été aux premières loges finalement de cette accélération. On a pu voir l'arrivée de nouveaux outils, on a pu voir effectivement l'évolution des différents cas d'usage et maintenant toute la partie intégration de l'IA dans les pratiques à la fois du siège et du terrain. Donc en voyant tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet qui prenait de plus en plus de place, c'est le sujet de la réputation, et plus particulièrement de la réputation de vos produits à travers les différents modèles d'IA. Mais alors la question c'est pourquoi? Bah, tout simplement parce que en tant que médecin, en tant que patient et vous-même, vous désormais vous utilisez beaucoup plus l'IA générative et bien plus qu'on ne le croit. Et ce que raconte un ChatGPT, un Claude, un Gemini, que ça soit d'ailleurs juste, partiel ou même biaisé, influence déjà la manière dont les produits sont perçus. Donc, dans d'autres termes, et pour redire un petit peu ce qu'on a pu dire en préambule, votre réputation ne passe pas seulement par Google ou les contenus que vous pouvez produire, mais ça passe aussi à travers ces différents modèles. Et c'est dans ce constat-là qu'on a voulu aller un petit peu plus loin et on a commencé à développer un certain nombre d'outils AI native pour aider justement vous, en tant qu'acteur de santé, à reprendre un petit peu la main de là-dessus. Donc je laisserai Trauma bien évidemment en parler à travers PharmaGéo. Mais voilà, aujourd'hui on avait envie de s'intéresser à ce sujet-là de manière concrète, actionnable. Et donc on a structuré en 3 parties. Comme vous pouvez le voir, une première partie où Thomas vous présentera un petit peu les nouveaux comportements des médecins, des patients face à l'intelligence artificielle. L'idée derrière, c'est de vous expliquer les fondamentaux du GEO, qui est le Generative Engine Optimization, qui est une sorte de nouveau cadre pour comprendre un petit peu comment l'IA construit leurs réponses à travers ces LLM. Et on finira par une démonstration de PharmaGeo, notre solution justement d'analyse de la réputation à travers les LLM. Donc on a 1 heure tous ensemble. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions quand vous aurez l'envie. On aura des sessions pour vous pouvoir y répondre. Et surtout, restez jusqu'à la fin, hein. C'est peut-être pas encore Noël, mais vous aurez un petit QR code à scanner à la toute fin pour accéder, ou en tout cas en tant que bêta-testeur, à notre solution PharmaGéo et obtenir un premier rapport gratuit sur l'un de vos produits. Voilà, c'est tout pour moi. Thomas, je te laisse peut-être commencer sur cette première partie. Très bien, allons-y, effectivement. Et je pense que si vous êtes connecté, c'est que vous avez conscience qu'il y a un sujet. Et vous avez raison, puisque les chiffres montrent, et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser d'abord, et qu'il y a un changement de comportement. Bon, déjà, on peut se prendre tous comme exemple sur la manière dont on utilise ChatGPT pour se poser des questions, que ce soit en termes de santé, de nutrition, de sport. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. D'abord, du côté des professionnels de santé, 66% d'entre eux disent déjà utiliser des outils IA d'une manière générale pour divers sujets. Mais si on se concentre même plus particulièrement sur les LLM qui fournissent des questions à des réponses, il y a, là c'est un chiffre qui vient du UK, qui est assez récent, qui est du dernier trimestre, il y a déjà un médecin sur 5 qui dit utiliser régulièrement ChatGPT ou consort pour également obtenir des informations sur les produits, sur les médicaments, pour prendre des décisions cliniques.
Voilà. Côté patient, c'est également près d'un tiers des patients américains déjà, mais la tendance est la même en Europe, qui s'informent aussi sur les produits, qui prennent des décisions par rapport à leur hygiène de vie et leur santé grâce à ces outils d'IA. Donc, il y a un premier changement de comportement. On a longtemps parlé de Docteur Google. Là, c'est maintenant Docteur ChatGPT qui émerge. Et donc, dans la nature même de la création de contenu et de la présence qu'on doit construire en tant que laboratoire pharmaceutique ou de dispositif médical, c'est de prendre en compte ce nouveau paradigme. Ce que ça change aussi assez concrètement, c'est que les moteurs de recherche par nature étaient basés sur des mots-clés qui, selon un système de ranking qui était propre à chaque moteur de recherche, fournissaient une liste de réponses. On le voit, et c'est pour ça que ces outils d'IA sont si faciles d'utilisation. On pose une question, on a une réponse. On n'a plus cette étape intermédiaire de, par le jeu de mots-clés, trouver un ensemble de sites proposés qu'on va devoir ouvrir. On ouvre plein d'onglets, on cherche l'information et on trie. Là, on a une réponse qui est donnée. Et d'ailleurs, ce paradigme s'intègre même dans les moteurs de recherche, puisque pour ceux qui ont la chance de voir les AI Overviews dans Google, puisque c'est en cours de déploiement, maintenant, même sur Google, qui rattrape là-dessus, on fait une recherche et on a une réponse déjà écrite unique. Donc ça, c'est ce nouveau paradigme qui s'ancre. En tant qu'utilisateur, on s'attend à avoir une réponse directe à une question plutôt que de devoir ouvrir plein de pages web à lire qui sont plus ou moins proches de ce qu'on recherchait. Donc, ce que ça veut dire, c'est, si on rentre un tout petit peu dans le détail, que les LLM sont capables de répondre à des questions précises. Pour ça, soit ils utilisent leur base de données d'entraînement, soit ils vont justement eux-mêmes sur le web. Et c'est en cela que ça crée quelque chose qui est un peu parallèle au SEO, mais un petit peu différent, à savoir, les LLM cherchent des bouts de réponses dans différentes pages. Ils peuvent lire beaucoup de pages d'un coup, si je le résume, et ils vont pouvoir répondre à des questions très précises. Et s'il leur faut aller chercher une réponse dans une page qui ne serait pas sortie en première sur Google, eux sont capables de trouver la réponse. Ça veut dire que le contenu de niche qui répond à des questions spécifiques redevient important. Ça change, vous pouvez déjà le voir, la stratégie de contenu. Il y a aussi la réputation, et là c'est important, les LLM ont pour but sur beaucoup de sujets de pouvoir répondre un peu comme des humains. Et donc, pour ça, ils s'entraînent beaucoup à regarder ce que disent les humains. Et donc, c'est pour ça que sur certains modèles LLM, les endroits dits collaboratifs, type Wikipédia, Reddit ou Quora, les endroits où les humains se posent des questions et répondent entre eux, sont des endroits où les LLM vont particulièrement regarder. Là aussi, c'est un paradigme. C'est comme ça qu'ils sont paramétrés pour certains d'entre eux, pas tous. Et là aussi, on le verra, du coup, certains LLM ont des différences. Je prends OpenAI, par exemple, ChatGPT. Il est plutôt friand de Wikipédia depuis ChatGPT 5. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, il va falloir regarder à quel point l'IA cite votre produit. Est-ce que vous êtes top of mind pour ces LLM selon les questions et à quel point votre contenu arrive à couvrir ce terrain. Et donc, on va en discuter, mais il y a une stratégie un peu différente à mettre en place en termes de, voilà, de création de contenu, de awareness, de coverage avec ce nouveau paradigme. Je ne sais pas si Léo et Didier, vous me dites s'il y a des questions ou s'il y a des réactions de votre part Alors, d'ailleurs. justement, Thomas, moi j'avais quelques petites réactions, hein. Tu as parlé beaucoup des Américains. Qu'en est-il des Européens et des Français, hein? Est-ce qu'on est dans la même mouvance ou est-ce qu'on est un petit peu en retard et est-ce qu'on peut imaginer que ça va arriver? Et puis le deuxième point, c'est que justement, bah, on n'est plus que dans la recherche d'informations. On a presque l'impression que les LLM deviennent des influenceurs et potentiellement, justement, vont agir complètement dans le système. Merci, je veux prendre dans l'ordre, en commençant par la dernière question, enfin le dernier point. Il est vrai que si on prend les usages des utilisateurs, on voit de plus en plus des questions possibles du type quelle est la meilleure solution pour tel problème? Et finalement, même, effectivement, le LLM devient très influenceur. Après avoir, chaque utilisateur a un regard critique sur ce qu'il propose, sur ce que répond le LLM, mais on voit beaucoup de use cases. Quel est le meilleur prestataire pour tel sujet? Quel est le meilleur produit pour tel sujet? Quel est le meilleur médicament sur tel maladie? Et donc là, effectivement, même si certains LLM sont plus timorés que d'autres pour répondre, ça, c'est le style que chaque entreprise donne à son LLM, mais on peut avoir des réponses plus ou moins assertives, et donc ils deviennent influenceurs. Je suis d'accord avec ce constat. C'est vrai que sur les chiffres, naturellement, on trouve plus de chiffres aux États-Unis, mais effectivement, la tendance est quand même la même en Europe, à savoir que notamment sur l'utilisation des LLM pour les médecins, j'ai cité l'Angleterre qui avait un chiffre qui est sorti dans The Guardian il n'y a pas longtemps. Donc on le voit, les médecins notamment embrayent le pas.
Je pense qu'on peut citer de toute façon d'une manière assez générale comment ChatGPT a pénétré en termes de users pour atteindre des millions, voire des milliards d'utilisateurs très rapidement, beaucoup plus rapidement que Google en son temps. Je citerai un dernier point pour donner un peu la tendance substantielle en Europe. On nous parle beaucoup d'ailleurs de Open Evidence. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un GPT spécialisé pour les professionnels de santé. Leur croissance la plus forte aujourd'hui est en Europe et ils ont plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs en Europe déjà désormais. Donc, les médecins sont en quête de sources d'informations IA. Ils utilisent les LLM grand public, mais ils se tournent aussi justement vers les LLM professionnels. Donc, et c'est par le biais de ce chiffre-là que je peux dire que la tendance est la même. Je crois qu'il y a une question, parce qu'on est à la fois sur Zoom et sur, sur LinkedIn, qui se pose de la part de Samir Awish. Bonjour, est-ce que vous avez la répartition par HCP selon la spécialisation, OFTA, Derma et zone géographique? Est-ce qu'on a ce niveau de granularité-là? Alors, il est important, et ça, c'est une question qui pourrait. Enfin, je vais répondre à une grande question et qui répondra à plein de questions subsidiaires. Aujourd'hui, contrairement à Google, aucun LLM, donc OpenAI, Anthropic, Perplexity et autres, ne donne d'informations sur son audience. Ce n'est pas une information même qui est achetable. Ça aurait pu être le cas, mais aujourd'hui, donc, il n'est pas possible de savoir, en tout cas selon ma connaissance, et à l'inverse, si quelqu'un a trouvé, je suis très, très preneur de cette information. Mais selon nos recherches assez approfondies, et nos demandes même, il n'est pas possible de savoir combien de personnes, dans quel pays, promptent tel sujet ou cherchent tel sujet. Donc, c'est pas comme le SEO, c'est là aussi que c'est différent. Les LLM sont paramétrés pour répondre à des questions, et d'ailleurs, c'était aussi l'objet d'une conversation qu'on a eue aujourd'hui avec des possibles utilisateurs. En plus, le volume de recherche n'influe pas spécialement sur la réponse du LLM. Il répond selon les sources et les données qu'il a, qu'il y ait beaucoup de gens qui posent la question ou non. Mais Thomas, si je peux aussi interrompre, hein, d'une certaine manière, et sans anticiper complètement ta présentation pour le coup de Pharmagéo, c'est que malgré tout, comme on parle avec un LLM, comme on parle avec n'importe qui, en fonction du langage qui est utilisé, on peut déterminer finalement s'il s'agit d'un utilisateur, s'il s'agit d'un médecin et éventuellement justement de certaines spécialités de médecins. Donc on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin finalement à travers l'analyse de qui est en train de discuter avec le LLM. Oui. Et le fondamental, ce qui est fondamental pour vous qui vous intéressez un peu à auditer cet espace-là, c'est finalement réussir à poser les mêmes questions que poserait un médecin, et finalement, qu'il soit nombreux ou pas, en tout cas, si la question est posée, le LLM répondra. Et effectivement, ensuite, il y a un travail d'identification des questions. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On va vous montrer comment Pharmagéo, justement, identifier les bonnes questions que se posent les patients ou les professionnels de santé. Parce qu'effectivement, on a creusé ce sujet. Je poursuis justement pour creuser un peu ce point du GE. Alors, Oui. peut-être une dernière question dans le chat exactement, de Laurent Hitch qui se posait la question sur comment différencier peut-être les LLM d'un point de vue HCP et définir ce qui est le plus pertinent par rapport aux sources de données utilisées par les LLM. Alors aujourd'hui, les LLM répondent, et ça c'est important, ils répondent à un utilisateur, qu'il soit médecin ou professionnel de santé. Effectivement, en revanche, plus la question est posée de manière précise, avec peut-être, justement, un médecin va peut-être demander de citer des sources, des études cliniques, etc. Et dans ces cas-là, le LLM ira les chercher. Mais aujourd'hui, euh, selon toute vraisemblance et selon les chiffres qu'on arrive à avoir, les professionnels de santé utilisent, quand ils utilisent un LLM, ils utilisent plutôt en majorité pour l'instant des LLM gratuits et publics. Donc Perplexity, Grok, alors plutôt ça va être sûrement plutôt OpenAI et Perplexity principalement, des chiffres que j'ai vus. Émergent deux grands LLM professionnels, Open Evidence et MedGPT. MedGPT étant européen, il me semble, et Open Evidence étant américain, ayant fait une levée de fonds récemment. Euh, Ils ont, au total, il y a moins d'un million d'utilisateurs sur ces LLM professionnels. On est plutôt en dizaines, voire potentiellement centaines de milliers pour Open Evidence au niveau mondial. Donc voilà, donc il y a fort à parier que pour l'instant, les professionnels de santé utilisent plutôt ce qui est très accessible pour eux et qui font assez confiance, ou en tout cas pour ceux qui ont l'appétence, ils utilisent aussi un OpenAI ou autre. Mais effectivement, il faut être attentif à l'évolution des LLM professionnels. Et nous, en tout cas, on en reparlera, mais ça fait partie, on est en discussion avec ces LLM professionnels pour les intégrer à notre plateforme.
Voilà, et Thomas, si je peux aussi finalement aller un petit peu plus loin, ça veut dire que contrairement au SEO où on va dire que tout le monde quasiment utilisait Google, là on peut plus parler de docteur ChatGPT, puisque en fait il va y avoir une multitude finalement de LLM et que chaque LLM va avoir un discours, va avoir éventuellement s'adresser à un segment différent. Et donc là tout d'un coup, c'est un monde qui est beaucoup plus vaste, potentiellement d'ailleurs beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus ciblé, mais beaucoup plus vaste. Oui, ce sera important de connaître finalement les appétences des médecins et de voir, et des patients aussi, parce que je pense que ça fait partie des interrogations que les gens connectés ici peuvent avoir. Donc, de pouvoir couvrir tout ce terrain, de l'auditer, et c'est pour ça qu'on a créé un outil pour le faire. Et puis, effectivement, chaque plateforme va avoir ses codes, chaque LLM va avoir ses codes, ses manières d'être entraîné, ce type de source. Vous allez voir dans les exemples qu'on va montrer qu'on voit déjà les différences en termes de nombre de sources, en termes de type de sources qui sont utilisées. Euh, du coup, ce que ça veut dire par rapport à cette nouvelle discipline qui est le géo, au-delà de ce qu'on vient de dire, à savoir c'est un espace morcelé qu'il faut réussir à couvrir, il y a donc à prendre en considération la nouvelle attitude des professionnels de santé et des patients qui vont être AI first, c'est-à-dire qu'il y a de fortes à parier que cette tendance soit assez lourde et qu'on ait plutôt le réflexe de demander à un LLM plutôt que de chercher sur Google. Les stratégies SEO, on va le voir, permettent, il y avait des bons canons de SEO qui permettaient déjà d'être bien placé sur sur les moteurs LLM, mais la discipline est un peu différente et on voit il y a des considérations un peu différentes tout de même par la nature même de ces outils qui vont répondre à des questions précises. J'en parlais tout à l'heure. Il y a du coup pour vous un risque et une opportunité à la fois. Un risque parce que potentiellement ces LLM peuvent aussi dire des erreurs, peuvent aussi manquer de sources sur votre produit, hein. Notamment en Europe, on met beaucoup de contenu précis derrière un login and password pour le médecin, et donc le LLM ne peut pas y accéder, et donc il y a parfois des informations assez robustes et intéressantes que les LLM ne peuvent pas voir. Et puis, opportunité parce qu'il y a un first mover advantage, c'est-à-dire pour ceux qui s'y mettent rapidement et qui commencent une démarche d'expérimentation sur le sujet, ils vont pouvoir rapidement avoir des gains. On a déjà pu le constater sur certaines aires thérapeutiques. Certaines marques, certains labos et certaines marques ont déjà pris des actions avec succès et on a vu, grâce à notre outil, des résultats substantiels. Je vais ici donner déjà, parce que forcément votre attention doit être un peu attisée ici et vous vous demandez déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Alors sans dévoiler tous les secrets et puis surtout notre outil fournissant des recommandations personnalisées, on peut donner ici un peu du générique. Déjà sur le contenu, si on se pose sur quel type de contenu produire, il faut se dire qu'on doit répondre maintenant à beaucoup plus de questions. Et donc, formuler le contenu pour répondre à des questions et permettre au LLM de se dire je cherche la réponse à telle question, je cherche un contenu qui y répond précisément. Tout ce qui va être format tableau comparatif, FAQ, liste de critères, etc., du contenu facilement intelligible pour les LLM, va être la priorité et s'assurer qu'il est disponible et facile d'accès. Travailler votre autorité, ça c'était un sujet qu'on avait déjà un peu créé l'autorité de son domaine, créer l'autorité maintenant plus globale de votre marque ou de votre laboratoire, de votre entreprise sur les plateformes qui sont reconnues par les LLM et qui créent de la conversation. Donc Wikipédia, Reddit, Quora, mais aussi la presse va énormément compter. Ça, c'est des choses qu'on observe déjà. Il y a l'aspect parfois un peu plus technique de faire en sorte que les pages chargent bien, qu'elles soient intelligibles en HTML, qui est aussi voilà, dans l'architecture du site et dans sa manière dont il est composé, une crawlabilité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais le crawling, c'est le fait pour un agent IA de venir passer sur votre site et le lire, un peu comme le faisait le fameux robot Google. Il y a les spécificités de ces agents IA aussi, donc rendre votre contenu intelligible pour l'IA facilement, c'est important. Et puis, ils ont besoin aussi, ces LLM, de comprendre qui est quoi, qui fait quoi, et donc toutes les parties qui structurent votre écosystème, qui expliquent qui fait quoi, votre marque par rapport à tel produit, par rapport à telle région, etc. Que quand le LLM cherche du contexte, il a besoin de comprendre qui, quoi, comment, et donc il faut aussi nourrir ces LLM, et donc catégoriser votre contenu aussi autour de cette clarification de votre environnement. Je reste forcément sur des principes généraux. Derrière, c'est des choses qu'il faut affiner selon votre contexte. Mais donc, affiner d'un point de vue tactique un petit peu, euh, composer votre contenu en morceaux détachables qui en eux-mêmes font du sens, avec des titres qui répondent à des questions. Là aussi, on retrouve des choses qui étaient déjà assez proches du SEO. Fournir des preuves et dans vos pages, notamment vos pages propriétaires, un maximum mettre les liens vers les références.
Hein, si vous avez des articles PubMed, est-ce qu'ils sont bien référencés sur la page Wikipédia? Est-ce qu'ils sont bien en bas de page et référencés sur votre page produit de votre site corporate? Ces choses-là vont faire que le LLM regarde les liens et s'assure de la crédibilité d'une source aussi en fonction des différents liens. Et puis, on le disait, maintenant, les niches comptent. Si vous savez que vous avez des KOL ou peut-être des médecins qui traitent un certain type de cas ou de patients, avant, vous pouviez vous dire, bon, avec tel contenu, je ne serai jamais premier sur Google. Très bien, ça, c'est la considération SEO. Mais maintenant, si vous avez même une petite portion d'audience, et là, je pense un peu aux maladies rares notamment, hein, où on se dit, est-ce que ça valait le coup pour 30 ou 50 professionnels de santé de créer du contenu en ligne? Ils ne le retrouveront jamais sur Google. Maintenant, en tout cas, peut-être par un LLM, ils le trouveront. Et donc, c'est intéressant de le créer. Peut-être Thomas, juste pour revenir sur la slide précédente, qui je pense est très importante pour les laboratoires pharma et du DM, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si leur contenu, que ce soit les sites, leurs pages produits, les réseaux sociaux sont adaptés au LLM. Donc, tu y apportes une certaine réponse, mais peut-être une autre question, c'est de savoir comment leurs contenus, qui sont souvent fragmentés, sont vraiment exploitables par les modèles. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Ça, il y a plusieurs aspects là-dessus et je pense que c'est pour ça que c'est une démarche long terme. Parce que à la fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a du contenu assez fragmenté, mais il faut être sûr déjà qu'il se réfère peut-être à des sources qui sont elles-mêmes plus fiables. Et là, je réinsiste sur ce sujet de, OK, j'ai peut-être fait une page environnement sur telle maladie ou sur tel sujet, mais est-ce qu'il cite bien tel papier ou telle recherche clinique? Est-ce qu'il référence bien donc là, je parle vraiment d'avoir un lien qui redirige en termes de sources, de notes de bas de page ou autre, vers la HAS, voilà, donc, ces contenus-là, d'un coup, vont être, s'ils sont associés, s'il y a des liens entre eux, ils vont mieux remonter. Je pense aussi, effectivement, quand même qu'il y a un enjeu peut-être de consolidation de l'environnement, c'est-à-dire la tendance qu'on pouvait avoir à avoir plein de petits sites standalone éparpillés est plus difficile à lire pour un LLM. Et donc, le site, à mon avis, le site corporate va redevenir aussi un endroit qui doit redevenir un hub. Peut-être que sur telle partie, effectivement, après, on a des sites morcelés, mais que l'architecture globale d'un site corporate puisse, notamment par son jeu de liens et son architecture, être lisible par les LLM et qu'ils s'y retrouvent. Voilà. Voilà, et peut-être pour repréciser la question aussi de Léo, hein, finalement, on a vraiment l'impression, en t'écoutant Thomas, que c'est pas juste vérifier que tout ce qui a été fait avant avec Dr Google va fonctionner. Là, c'est vraiment complètement un nouvel environnement, une nouvelle approche qui est complètement à construire. Et si on reprend ce que tu disais sur le First Mover Advantage, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne qui semble finalement prêt dans ce nouvel espace. Oui, c'est un champ totalement nouveau, hein, et effectivement, je crois que les premiers signaux de gens qui se sont rendus compte que, ah oui, on pouvait demander à un LLM certaines choses et qui répondait, et donc ça crée un enjeu concurrentiel. Je dirais que ça fait un an qu'il y a un début de prise de conscience. Et pour ceux qui ont fait du SEO avant, c'est un peu, je trouve ça très excitant, c'est un peu comme au début du SEO. On se rend compte que c'est un nouveau champ. La connaissance là-dessus va se structurer au fur et à mesure. Et puis en plus, attention, les LLM vont aussi changer très souvent. Avec l'arrivée de ChatGPT 5, les sources utilisées par ChatGPT ont complètement changé du jour au lendemain. Il y a encore un an, vous promptiez en français sur OpenAI et il vous répondait avec la FDA comme source. Et ça a été corrigé. Donc, ces changements-là aussi, il va falloir pouvoir les monitorer, les voir souvent. Et puis, comme sur Google à un moment, hein, comme par exemple avec l'introduction du mobile first, il y a eu d'un coup un changement des pages qui sortaient en premier en fonction de si elles étaient adaptées au mobile ou non. Donc, personne n'est prêt, mais en plus de ça, ça va être un espace mouvant où il y a sûrement des choses qui vont se solidifier et il va y avoir aussi des tendances et des ajustements rapides. Et puis, je pense qu'on le voit tous, il y a aussi une concurrence entre les LLM. Je crois qu'on se disait tous que ChatGPT était la référence. Et puis, bon, ces derniers jours, on se rend compte que finalement, ils peuvent être challengés et qu'il faut aussi être bon sur Gemini, il faut aussi être bon sur Claude, etc. Alors, un autre point qui est important d'ailleurs, c'est que effectivement, vous allez sûrement avoir le réflexe de vous dire, alors il faut que je retravaille mes sites, mais effectivement, il faut aussi se demander sur les espaces tiers qui, pour les médecins d'ailleurs, comme pour les LLM, sont des espaces peut-être plus neutres. Hein, ne vous en faites pas, les LLM ont conscience que sur votre site corporate, c'est un site corporate et donc que vous êtes plutôt honneur de l'information. Et donc, c'est pour ça qu'il va contrebalancer ça avec des sources qui sont plus collaboratives, comme Reddit, Quora, Wikipédia, dont j'ai beaucoup parlé.
et ainsi que PubMed et ainsi que Vidal. En France, Vidal est très utilisé par ChatGPT, par exemple. Donc, il y aura aussi peut-être des aspects plus long terme de comment je maîtrise aussi ces espaces dont je ne suis pas propriétaire et sur lesquels il y a des ajustements à faire. Et là-dessus, bah, bien entendu, il y aura la capacité d'influence de chaque entreprise, les démarches long terme et puis de la créativité à mettre en place aussi. Générer de la data. Et donc ça, on le voit encore plus pour les LLM professionnels type Open Evidence, mais aussi toute la recherche scientifique et la visibilité de cette recherche scientifique et de cette production de données que vous pouvez faire en local ou en national ou sur des études ou des clinical trials va aussi redevenir très importante. Donc l'aspect collaboratif, les sources tierces, la donnée brute, c'est aussi des espaces à maîtriser. Alors, on en parlait un petit peu juste avant, comment faire en sorte d'être assez compatible avec ces nouveaux agents qui visitent nos sites, hein. On s'en rend compte de plus en plus. Le trafic de votre site, d'ailleurs, est partiellement composé maintenant d'agents IA qui viennent lire pour répondre via un LLM. Donc, euh, il est important de ne pas non plus passer à complètement tout en JavaScript ou en JSON. Alors, j'en parle en jargon technique, mais c'est un mix entre les langages type HTML et puis aussi être sûr qu'on a intégré des éléments lisibles pour les crawlers. Bon, je passe assez rapidement là-dessus, à part s'il y a des questions. Sur l'aspect structure des sites, on en parlait un petit peu, mais rendre ça lisible. Pensez maintenant qu'il y a un LLM qui comprend plus ou moins le langage naturel, va passer sur votre site et va lire l'architecture pour chercher les informations. Donc là encore, se dire, par rapport aux questions auxquelles je veux être sûr d'être le meilleur pour y répondre et qui trouve l'information, comment je structure ça pour que ce soit lisible. Et donc, il faut se repencher sur l'architecture de vos sites, effectivement, rendre ouvert ce qui peut être ouvert ou mettre certaines informations qu'on avait peut-être mis derrière une barrière d'identification mot de passe. Il y a peut-être des choses qui peuvent être remises voilà, en source plus ouverte. Un LLM ne peut pas passer cette barrière. Donc, si vous avez mis toute la bonne information uniquement sur votre site médecin qui est bloqué, là, bien entendu, l'information ne remontera pas. Et puis, comme je disais, il y a des schémas qui sont très propres au LLM, qu'ils aiment beaucoup, les comment faire, les how-to, les tutoriels, les guides pratiques, les livres blancs. Ils aiment bien les PDF qui sont lisibles à partir de votre site aussi, des articles, et puis les pages FAQ, foire aux questions, etc. Donc Et ça si, crée des nouvelles formes de contenu aussi à produire. voilà, et si je reprends justement un mot qui n'existe pas là-dedans, c'est mots-clés. Oui. Mots-clés, c'est quand même ce qui a structuré maintenant les 20 dernières années, et tout d'un coup, le mot-clé a disparu. Donc c'est quand même un changement de paradigme complètement fou. C'est vrai que c'est assez substantiel. Alors, je pense qu'il y a tout de même un aspect qui reste important sur les mots-clés. C'est qu'en plus, les mots-clés, on arrive à voir les tendances et les volumes de mots-clés. Et ça peut continuer de nous donner une indication sur quel type de questions les gens peuvent aussi poser au LLM. C'est-à-dire que, bon, j'y reviendrai en présentant l'outil, mais on peut se demander raisonnablement qu'est-ce que les gens promptent. Et mon avis sur la question est que les gens promptent sensiblement la même chose que ce qu'on cherche sur Google, et notamment en termes de saisonnalité, hein. On peut voir aujourd'hui, à partir de quand, sur Google Trends, vous pouvez voir le pic des recherches sur les symptômes de la grippe, par exemple. Ben, il y a fort à parier qu'à ce moment-là, il y a un même pic sur ChatGPT. Donc nous, dans l'approche, on se calque quand même beaucoup sur le volume web et sur les volumes de mots-clés pour déterminer qu'est-ce que les gens cherchent sur le web. Et on peut inférer, mais ça reste à challenger, que les recherches sur LLM sont les mêmes. C'est là que je trouve que le mot-clé ou le tracking des mots-clés, l'approche SEO est complémentaire du GEO. C'est pas opposé, c'est très complémentaire. Si je résume, hein, le playbook, donc du coup, il est important d'avoir le plus possible en source ouverte l'information sur votre entreprise, sur vos produits, sur votre écosystème, le pricing s'il le faut, et puis même les comparatifs dans la mesure où on peut le faire sur des sources factuelles, et là, je laisse la compliance, le réglementaire dire aussi ce qu'il en est, mais en tout cas, dans la mesure du possible, si vous voulez être bien positionné sur les questions qui vous comparent, il faut rendre aussi les données comparatives accessibles. Voilà, éviter le jargon et avoir aussi des mots-clés ou des terminologies qui sont cohérentes d'une page à l'autre, d'un écosystème à l'autre, surtout si vous avez plusieurs sites. Et puis, un maximum, utiliser vos preuves, et ça, c'est très important dans la pharma, encore plus sur les GPT professionnels. Donner de la visibilité à vos études, à vos datas, et faire en sorte qu'elles soient visibles et linkées sur plusieurs pages. Thomas, je vois que le temps tourne et j'imagine que les gens sont aussi très curieux de savoir dans la pratique comment ça
ça se passe. Peut-être un dernier mot de conclusion avant de passer à la démo. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que vous vous rendez compte avec tout ça, et je pense qu'on est déjà rentré dans beaucoup de techniques. euh, vous vous demandez sûrement du coup comment le faire et comment voir. Le point de départ, c'est faut voir du coup comment sort votre produit, il faut auditer. Et puis nous, ce qu'on recommande, puisqu'on a justement évoqué, et merci pour les questions, euh, quel est l'état de l'art, quelles sont les recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, mon message, je veux vraiment insister là-dessus. Chez Digital Pharma Lab et sur ce produit Pharmagéo, on a à cœur de toujours avoir la crédibilité d'un conseil qui est robuste et qui est fiable, mais c'est aussi du coup important de dire ce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup se méfier du coup des gens qui vous disent voilà exactement comment il faut faire pour être premier sur ChatGPT. Moi, je dirais quelque chose de plus rationnel et plus sain selon moi. C'est comme le SEO, il faut auditer à instant T, trouver des mesures, les appliquer et puis réauditer de manière robuste avec un bon protocole pour voir si on a fait des progrès. Et toutes les boîtes qui ont bien performé au SEO, elles n'ont pas juste appliqué ce que disaient les gourous sur YouTube, elles ont mis en place un protocole d'audit, recommandation, itération successives pour, dans leur contexte particulier, face à leur concurrence, être premier. Et donc, pour le faire, bah, vous avez deux options. Soit vous le faites à la main, vous promptez tous les jours et puis vous regardez. Et soit vous utilisez effectivement un outil qui le fait. Et je pense qu'avoir un outil qui crée des tests robustes sur la base de sessions vierges à chaque fois pour, à toutes choses égales par ailleurs, vous donner une photo à différents moments de votre positionnement sur les LLM, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a créé cet outil. Et donc, Et peut-être effectivement, Thomas, quand même, avant que invoquer tu les... introduises, hein, il semblerait quand même que c'est le premier outil, donc justement de Géo spécifique sur la pharma. Alors, à part si effectivement d'autres nous disent qu'ils ont vu un autre outil similaire, effectivement, on a vu émerger beaucoup d'outils sur le Géo. En ce moment, il y en a beaucoup. Euh, la différence, et c'est ce que je me suis rendu compte en les utilisant, c'est que la pharma a des questions spécifiques, également des indications, des sujets d'indication, d'air thérapeutique. Et donc, quand vous utilisez un Profound ou un Rate Sonic, donc pour citer quelques concurrents, vous allez commencer par rentrer le nom de votre domaine corporate et puis il va commencer à faire un audit sur la base de ça. On est les seuls à pouvoir le faire sur du médicament, à pouvoir le faire par indication, donc avec une granularité par indication. Et prochainement, puisque je parlerai après des prochaines fonctionnalités, en plus de ça, on pourra bientôt faire des recherches brand diagnostic, donc par aire thérapeutique, en faisant des audits par maladie. Et donc, voilà, c'est le seul outil qui, à mon avis, aujourd'hui sur le marché, permet de ce type de use case très spécifique à la pharma. Avant de passer à la démo, je laisse l'espace à une ou plusieurs questions s'il y en a. Je crois que tout le monde veut voir la démo, donc je vais... Je crois que oui. Alors, je vais faire du coup un rapide tour de cet outil sans aller dans la prise en main, mais pour expliquer du coup comment il fonctionne et ce qu'il permet de faire, et puis surtout ce qu'il vous donne comme résultat. Donc, comme je vous le disais, notre Thomas, recommandation... ouais. Oui, Je coupe juste une petite seconde parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont arrivés aussi entre-temps. Vous êtes très nombreux à vous être connectés, donc déjà merci beaucoup. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là directement au début de rester bien jusqu'à la fin. On a un petit QR code justement pour ceux qui veulent, pour rejoindre un petit peu les bêta-testeurs de cet outil et donc obtenir un premier rapport gratuit. Donc voilà, je finis mon oui. spoil là-dessus, mais tu peux y Merci. aller sur la C'est démo. important de le rappeler, puisque là, vous allez voir, on a fait des exemples, mais peut-être que vous voudrez, et je pense que vous voudrez avoir un échantillon de rapport gratuit avec cet outil, donc ce sera possible en scannant le QR code à la fin. Comment fonctionne cet outil? Comme je le disais, cet outil il a pour but de vous permettre de faire un audit rapide sur tous les LLM grand public, de la présence de votre produit sur les LLM et de qu'est-ce que dit ChatGPT, Perplexity, Grok, DeepSeek et il y en a d'autres, voilà, Gemini et Mistral de votre produit. Comment ça fonctionne? Très très simple à prendre en main, mais bien entendu, et ce sera l'objet des discussions si vous devenez bêta-testeur, on fournit le conseil avec, bien entendu, et le support technique. Mais on a fait un outil qui vous permet de faire des rapports de manière autonome. On commence par choisir une ou plusieurs langues. C'est important parce que les LLM répondent avec des sources différentes selon les langues, et donc en fonction de là où vous êtes, vous pouvez vouloir choisir une ou plusieurs langues. Donc on sélectionne une ou plusieurs langues, et puis ensuite, il y a un Smart Engine qui vous permet de commencer à composer votre audit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer un produit, prenons par exemple Keytruda, euh, et puis il va automatiquement détecter des compétiteurs, des concurrents. Donc vous allez pouvoir en choisir un ou plusieurs d'ailleurs.
Et puis, ça c'est important, si jamais l'outil n'a pas détecté les bons concurrents pour vous, vous pouvez en inscrire manuellement. Donc, vous pouvez entrer un autre produit et puis l'ajouter au panel. Ensuite, de la même manière, l'outil a détecté des indications possibles. Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir une ou plusieurs indications qui va permettre d'avoir une recherche et des questions qui sont plus granulairement posées pour votre produit et pour votre indication. Ensuite, de manière automatique, l'outil, et donc là, je fais juste une petite parenthèse, comment c'est fait, l'outil va sur le web, justement, ce que je disais, nous, on se base sur les recherches web. Il va sur le web et fait une recherche des questions courantes que se posent les patients, les professionnels de santé ou les personnes qui comparent ces produits. Donc, il va aller sur Wikipédia, sur Reddit, sur Quora, sur les forums, sur toute source web qui semble indiquer qu'il y a des questions fréquemment posées en ce sens. Il va aussi regarder les questions que se pose la presse spécialisée, etc. Il va ensuite classifier des questions qui sont plutôt orientées patients, des questions qui sont plutôt orientées professionnels de santé, et des questions réellement comparatives qui disent vraiment sur telle indication comment tel produit, enfin tel produit se différencie, est meilleur dans tel cas ou tel cas. Je précise, c'est une question qui vient souvent, cette catégorisation patient professionnel de santé et compétitive, c'est une manière d'organiser le rapport pour nous. Simplement, l'outil nous va sur le web et trouve les questions et après, il le range proactivement selon si c'est plutôt orienté patient professionnel de santé et en essayant de déterminer plutôt d'où viennent ces questions, mais c'est des questions qui viennent du web, tout simplement. Et puis, comme je le disais, la considération n'est pas tellement le volume. Mais en tout cas, ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est des questions qui donc raisonnablement ressemblent au sujet qui émerge sur le web. C'est comme ça qu'on l'a fait aussi, et ça c'est important, ça nous différencie, à mon avis, de la concurrence qui, en général, génère via OpenAI directement plein de questions, surtout n'importe quoi. On a même certains concurrents qui posent 200 questions au LLM et qui fait une itération sur plein de questions. Nous, on pense que les questions en elles-mêmes, individuellement, sont importantes et doivent être spécifiques. Et donc, c'est pour ça qu'on va chercher plutôt les bonnes questions. Mais vous pouvez rentrer vos propres questions. Si jamais, par des remontées de terrain ou par des panels, vous avez réussi à déterminer quelles questions se posent vos clients et vous voulez voir que dirait l'un de ces LLM sur ces questions, vous pouvez rentrer manuellement toutes les questions que vous voulez et vous pouvez aussi supprimer celles que l'outil vous suggère. Enfin, dernière étape, il n'y a plus qu'à choisir les LLM sur lesquels vous voulez conduire votre audit, sur un seul, sur plusieurs. Moi, j'aime bien faire en général OpenAI, Perplexity, Gemini. C'est justement mon état de l'art un peu actuel, mais vous pouvez en faire autant, enfin, vous pouvez ajouter tous ces LLM. La question viendra de tête, donc je le dis, on est en discussion avec les LLM dits professionnels, type Open Evidence ou MedGPT, pour les intégrer prochainement à la plateforme. C'est une discussion qui est en cours. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur lancer le rapport. Ça tourne en général pendant 10-15 minutes, surtout maintenant qu'on est sur un mode agentique. Hein. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est une succession d'agents. Il y a un agent qui paramètre la recherche, il y a un agent qui envoie les questions à LLM, il y en a un qui compose le rapport, et puis il y en a un qui fournit les recommandations. Donc c'est une suite d'agents qui travaillent ensuite pendant une quinzaine de minutes. Et vous recevez un mail d'ailleurs une fois que le rapport est prêt. Une fois que c'est prêt, pour décrire un petit peu ce que vous obtenez. Vous obtenez d'abord une photo globale avec des scores. Le score, il est basé sur à quel point à quel point le LLM cite votre produit. Est-ce qu'il le cite positivement de manière neutre ou plutôt négative? Et puis la qualité des sources. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a un sous-score qui est le score de reliability, c'est le score de crédibilité des sources. La FDA étant le top, ou la HAS, et puis Wikipédia ou Reddit étant plutôt en bas du tableau. Ou la presse, on l'a vu tout à l'heure, on avait un panel où il y avait du Femme Actuelle, par exemple. Il y a moins de reliability sur cette source. Donc, vous allez avoir un score. D'ailleurs, je montre, hein, si vous avez mis deux langues, vous pouvez switcher d'une langue à l'autre en un clic. Et vous voyez que ce n'est pas les mêmes scores, hein, d'ailleurs. Hein. Kate Ruda, visiblement, ressort bien mieux, enfin, un meilleur score en français qu'en anglais, par exemple, ici. Peut-être Thomas, tu peux nous expliquer pourquoi il peut y avoir une variation par rapport à cette langue. Alors, ça va être les sources et les données disponibles. Donc, c'est principalement les sources, à la fois, est-ce qu'elles sont plus ou moins crédibles, et puis à la fois, est-ce que potentiellement, dans une langue locale, on a une source qui donne des informations plus amélioratives sur un produit. Et donc, s'il y a, je ne sais pas, une étude française ou en français qui donne plus d'éléments comparatifs sur le produit, bah, ça va mieux ressortir et donc le score va s'améliorer. À l'inverse aussi, et je pense, c'est ce que je commence à constater, en anglais, en général, il y a plus de concurrence. Il y a plus de contenu, plus de concurrence, et donc c'est plus difficile d'avoir un bon score.
Donc ça, c'est finalement la page où vous arrivez à avoir une synthèse. Vous avez une synthèse des top sources aussi qui ressortent, et puis les recommandations. Je vais y revenir, puisque après, vous pouvez donc rentrer dans le détail. Et comme je disais, nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas 200 ou 300 questions juste pour sortir des données quantitatives. Vous voulez pouvoir regarder les réponses spécifiques à chacune des questions. Donc chaque question a son score. Il y a les sources qui s'affichent aussi. Quelle source a été utilisée par le LLM pour répondre à chacune des questions. Ça peut vous permettre sur une question précise de travailler à vous dire, il faut qu'on soit premier sur cette question. Quelle source ressortent et est-ce que je peux améliorer cette source? Donc voilà, la même chose sur chaque LLM du panel. L'aspect compétitif, c'est le même système, mais les questions, elles, sont très orientées. Vous voyez, votre produit versus un produit concurrent. Donc là, ça va être des questions qui sont très spécifiques versus un concurrent. Et puis, et c'est là qu'on rentre dans l'aspect très intéressant, vous allez avoir le rapport des sources qui remontent. Hein. Vous voyez ici, on a nature.com qui ressort, on a bien les comptes corporate, les pages corporate qui ressortent, du PubMed. Et donc, vous pouvez voir le panel, le mix des sources qui ressortent. Pouvez-vous justement remarquer si vous avez certaines pages ou sites à vous qui ne remontent pas. Et puis, vous pouvez voir aussi la couleur un peu différente. Vous voyez, Perplexity, 15 sources, Gemini, 28 sources et des sources différentes. Donc là, après, c'est des stratégies différentes par LLM. Et vous allez pouvoir avoir justement des recommandations. L'outil fournit des recommandations, mais nous, on le complète après avec du conseil par-dessus, hein, humain. Et vous allez avoir des réponses très spécifiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel contenu vous pouvez créer? Quels éléments vous pouvez ajouter sur les pages existantes? Vous allez avoir même potentiellement qu'est-ce qu'il faut changer sur votre page Wikipédia. Et donc ça, pour chaque LLM. Et donc, vous voyez, OpenAI est très sensible à Wikipédia, donc il vous en donne la recommandation, là où un Perplexity est moins sensible et ne va pas spécialement parler de Wikipédia pour améliorer votre référencement dessus. Bon, Peut-être Thomas, avant de continuer sur la partie recommandation, il y a une question qui a été posée, enfin avec deux questions en une. Il y en a une partie que tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que Pharmageo justement fonctionne sur des marques sans définir une DCI en particulier, par exemple la marque Impact de Sanofi pour ne pas la citer, ou sur des contenus environnementaux qui sont donc non brandés? Et je pense que c'est une question. alors, les contenus non brandés remontent, hein, bien entendu, dans les rapports. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, je l'ai pas bien insisté, mais vous pouvez générer un rapport sur la base de votre marque, simplement. C'est vrai que les questions, du coup, qui vont ressortir vont être différentes. Mais donc, effectivement, vous pouvez faire un rapport sur la réputation de votre entreprise d'une manière générale. Je voulais en reparler juste après, mais je le redis. Ici, donc, vous avez un rapport qui est quand même fait sur la base d'un produit ou d'une entreprise. C'est-à-dire que les questions, elles, après, à chaque fois, systématiquement, mentionnent, je prends Keytruda, ça va être quels sont les effets secondaires de Keytruda, sur quelle indication Keytruda est le plus efficace, etc. Euh, Nous, ce qu'on est en train de développer, qui va arriver dans une dizaine de jours, je l'espère, on a commencé à le faire, c'est un nouveau mode de rapport. Donc, vous aurez un deuxième mode, ce sera un bouton qu'on pourra changer ici. Et vous allez pouvoir faire des brand diagnostic reports, c'est-à-dire vous allez pouvoir générer un rapport. Je prends obésité, vous allez pouvoir dire, générer une série de questions qui sont plutôt quels sont les traitements contre l'obésité, quel est le meilleur traitement contre l'obésité, quels sont les effets secondaires des traitements contre l'obésité, et sans citer de produit. Et là, les indicateurs seront un peu différents. Vous aurez la part de voix de votre produit versus le concurrent, et vous allez pouvoir faire des rapports donc, qui ne mentionnent ni entreprise ni produit pour auditer, puisque effectivement, ça fait partie des use cases aussi. Les médecins ou les patients peuvent poser des questions du style je suis malade, j'ai tel symptôme, quel médicament je devrais prendre. Et donc ça, vous allez pouvoir bientôt le faire dans la plateforme, c'est notre V2 qui arrive très prochainement. Et pour continuer sur ta partie recommandation, et déjà merci beaucoup parce que je pense que ça apporte beaucoup plus de concret à ce qu'on avait pu voir tout au début. Qu'est-ce qu'une équipe, si on voit un petit peu l'audience qu'on a, on a des gens, des personnes du marketing, du médical ou autre, qu'est-ce qu'une équipe marketing, par exemple, peut faire avec Pharmageo dès cette première analyse? De cette première analyse, vous allez pouvoir, je trouve que c'est les recommandations qui sont les plus activables, c'est où est-ce que je peux rajouter des liens dans mes pages existantes. Hein, effectivement, là, on voit que c'est plutôt des ajouts. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il va effectivement dire que tel PDF qui est présent sur telle page, vous pourriez le mettre sur tel autre site, etc. Et donc là, effectivement, c'est des ajouts concrets sur vos pages et vos sites. Il y a des choses un peu plus substantielles, du style, effectivement, ici, créer un Evidence Hub, où on va pouvoir mettre tous les liens réglementaires et les trials qu'on a fait. Ça prend un peu plus de temps. Et j'aime bien aussi, ici, ça c'est très technique, c'est effectivement implémenter un schéma.org JSON file. Donc là, il y a un petit fichier à créer et à ajouter sur son site. Ça, c'est assez quick win. Et puis, effectivement, bon,
Nous, on est capable de vous accompagner sur de la modification de page Wikipédia. Ça nécessite un peu d'expertise et surtout d'avoir accès à la communauté des modérateurs Wikipédia, mais on sait le faire. On a des partenaires là-dessus. Donc, modifier sa page Wikipédia aussi. Très concrètement, moi, de mon expérience personnelle, c'est là où j'ai vu en, en maladie de Crohn, notamment, enfin, plutôt sur de l'IBD au global, sur de l'IBD, un produit bien se différencier en maîtrisant très bien sa page Wikipédia et en ajoutant tous les liens PubMed sur la page de son produit sur Wikipédia. Et ça a fait une vraie différence. Donc, ça va être ce genre de choses que vous allez pouvoir faire tout de suite. Bientôt aussi, c'est dans notre roadmap produit. Vous allez pouvoir commencer à directement cliquer sur les recommandations et générer le contenu ou générer un brief pour vos prestataires sur la base des recommandations directement dans la plateforme. Ça fait partie de nos. Mais je crois que j'ai une slide sur nos futures fonctionnalités, donc j'y reviendrai. Euh, de, de... Et dernière petite question, Thomas, je reviens un peu sur la question que j'ai posée, qui était peut-être très orientée marketing, mais on a une question qui s'adressait peut-être plutôt pour les équipes médicales, en disant, voilà, si ça fonctionne effectivement Pharmagéo sur les marques, est-ce que ça fonctionne aussi très bien sur les DCI? Et qu'est-ce qu'on entend par DCI, juste pour être sûr de. Bah, DCI, ça va être le nom de la molécule qui n'est D'accord. pas brandé. Donc, Oui, oui, tout à fait, ça fonctionne aussi. Oui, tout à fait, ça fonctionne aussi. Si vous êtes simplement sur de la molécule, il fonctionne tout pareil. Effectivement, sur les tests, on a étendu. C'est vrai que nous, on est parti très médicament avec le nom de la marque. On l'a essayé sur de la molécule et ça fonctionne. On l'a essayé aussi sur du dispositif médical et il fonctionne et en santé animale aussi. Sachant que voilà, ce sont des agents qu'on a entraînés sur la base de données et puis aussi, dans tous les cas, ils ont toujours une vérification via le web pour être sûr d'être toujours à jour. Au moment où vous lancez votre recherche, le contexte est mis à jour juste avant de lancer le rapport. Et donc, en ce sens, même sur un nom de molécule, il arrive à rattraper. Ce qui pourrait, pour être honnête, pour l'instant pas forcément au point, c'est que je ne suis pas sûr qu'il détectera bien des concurrents ou de manière toujours très bien précise la molécule. Je parle du Smart Search, hein, mais dans tous les cas, vous pouvez le remettre manuellement si jamais en rentrant la molécule, les concurrents ne rentrent pas ou l'indication n'est pas précise, vous pouvez la reformuler manuellement. Je le reprécise, hein, on est sur une première version de l'outil. On a voulu aller rapidement pour aussi être les premiers à proposer quelque chose pour l'industrie. Et donc, du coup, on est dans une phase où, justement, en restant jusqu'à la fin, vous pourrez faire partie des bêta-testeurs. On a besoin de feedback. On a besoin de feedback. Euh, un point important, j'y tiens, parce que comme je le disais, il ne s'agit pas ici d'être des prestidigitateurs en vous vendant les recommandations ultimes qui feront que vous serez toujours premier. Ce qu'il faut faire et la manière d'utiliser cet outil, c'est de générer régulièrement des rapports, essayer d'appliquer les recommandations et puis retester de manière simple. Et donc là, à chaque fois, ça vous prend que 15 minutes de faire régénérer un rapport et voir si ça a eu un effet, votre action. Et donc ça, c'est le principal avantage de l'outil. Vous pouvez soit à un instant T venir et juste régénérer le même rapport immédiatement et il vous le ressort. Vous pouvez aussi le paramétrer pour qu'il soit refait de manière hebdomadaire ou mensuelle. Je vous laisse imaginer, si vous le faites à la main, de reproduire de manière mensuelle exactement les mêmes questions, etc., sur tous les LLM. Ici, vous avez un outil qui vous régénère à volonté le rapport et donc vous allez pouvoir, et je le reprécise, avec des sessions fraîches, parce que si vous prenez un consultant, il utilisera souvent le même compte, et donc un utilisateur unique qui vient et qui pose la même question toutes les semaines, il commencera à avoir des réponses un peu différentes, voire même bizarres, alors que nous, l'outil crée via l'API à chaque fois une session différente. Donc c'est un peu technique, mais c'est aussi ça, c'est la neutralité de l'outil. À chaque fois, il repart un peu d'une base vierge vis-à-vis du LLM. Là aussi, vous le faites vous-même ou avec un consultant, vous allez avoir du mal à passer le biais de la non-neutralité de la session qui est utilisée plusieurs fois. Thomas, je vois qu'il nous reste un petit peu moins de 10 minutes et il est sûrement temps pour tout le monde d'aller manger aussi. Peut-être est-ce qu'on a un petit mot de conclusion et en même temps si vous avez vos questions et je pense que c'est peut-être le moment aussi de partager le QR code pour ceux qui souhaitent avoir un test Oui, personnel. alors un mot de conclusion, et il sera simplement sur ce qu'on va ajouter dans cette plateforme si jamais vous avez des points qui vous interpellent. Donc, comme je le disais, des recherches indépendantes de la marque, c'est notre principale évolution, des brand agnostic search. Bientôt, vous pourrez créer du contenu directement dans l'outil et vous allez pouvoir aussi monitorer les réponses IA des moteurs de recherche. Parce que, comme je le disais, Google IA répond aussi, Bing AI, etc. Et donc, ça apparaîtra bientôt dans notre plateforme aussi. Et vous allez pouvoir aussi évaluer vos contenus à l'avance. Vous avez un article, une image ou quoi que vous voulez, et avant de le lancer, vous voulez savoir si ça va bien être référencé dans l'IA, vous allez pouvoir le mettre dans l'outil.
Donc, en somme, moi, mon point de conclusion, et j'aurais bien insisté dessus, c'est que l'important, c'est d'auditer, tester et essayer de le faire régulièrement dans le temps. Et ça, sans un outil, c'est forcément très, très, très difficile à faire. Et sans un outil spécifique pour la pharma, encore plus. Donc, nous, on a l'outil pour le faire, mais en plus de ça, on a aussi déjà les premiers learning, donc les premiers apprentissages. Et donc, à la fois, si vous souhaitez obtenir un premier échantillon de rapport pour votre marque, pour voir ce que ça donne, scannez le QR code et vous allez pouvoir remplir un mini formulaire pour qu'on puisse revenir vers vous et générer ce rapport. Et puis, vous allez aussi pouvoir, bien entendu, échanger avec nous, obtenir des recommandations plus précises et vous faire accompagner. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, c'est le début hein, d'une nouvelle ère sur la création de contenu. Et pour tous les marketeurs, ça devient un vrai enjeu. Et nous, on le voit, on a des gros acteurs aujourd'hui qui ont déjà pris des mesures. Donc, très probablement que votre concurrent est déjà en train de le faire. Et peut-être avec nous. Voilà, peut-être Léo, si je peux continuer moi ma conclusion, hein, c'est que nous, du côté de Digital Pharma Lab, on est à fond sur cette transformation IA. Cette transformation IA, en réalité, il est en train de complètement transformer le modèle marketing et le modèle de vente, en fait, de l'ensemble des industries de santé. Et notamment, bah, on a vu que c'était l'apparition de ces super influenceurs que sont les GPT, et il va y en avoir beaucoup, des influenceurs, des super influenceurs qui vont influencer les utilisateurs, des super influenceurs qui vont influencer les médecins, et ce ne seront pas exactement les mêmes, et qui sont en fait des médiateurs, c'est-à-dire qu'ils vont influencer, mais à travers des contenus qui sont en fait que vous alimentez en fait ces super influenceurs. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de comprendre comment va s'organiser en fait cette nouvelle sphère de cette super influence. Et pour ça, bah, il faut effectivement des outils et on est très très content. Vous avez vu l'enthousiasme de Thomas d'avoir sur le marché le premier produit justement capable de faire du GEO dans le domaine des industries de santé. Donc bravo Thomas. Merci. Et hâte d'avoir du coup ces échanges avec vous et d'apprendre. On va apprendre ensemble grâce à un outil, mais aussi avec notre approche et notre expérimentation humaine. Mais merci Didier pour ces mots de conclusion. Je vois qu'il y a certaines personnes qui nous remercient dans le chat, donc merci beaucoup. Il y a peut-être une petite question, on a le temps pour en prendre deux, trois. Je vois que quelqu'un nous a posé la question à propos des API, pour savoir est-ce que les réponses via les différentes API des LM sont-elles comparables, corrélées aux réponses données? Ah, je viens de perdre la question. Mais je Euh, crois que je comprends la question. Est-ce que si on pose la question par API, on a des réponses différentes de si on l'avait fait dans une session utilisateur? Des tests qu'on a fait, pas sensiblement. Néanmoins, il y a un point qui est que dans notre outil, on a néanmoins quand même cadré notamment la longueur des réponses. Mais selon, donc là, il faudra discuter, mais selon la manière dont vous voulez acheter le produit avec nous, on peut aussi faire en sorte que vous ayez les réponses plus complètes et aussi longues que les utilisateurs. Attention néanmoins à ne pas générer un rapport illisible parce que 20-30 questions avec les réponses version longue de chaque LLM, ça peut vite faire beaucoup. Très bien. J'attends peut-être encore une petite minute Voyons s'il si reste une question ou pas. Et puis en la attendant, question à un vraiment, million. et sinon vraiment en attendant, je vois que je reçois déjà des, euh, des demandes de rapport. Donc c'est bon. Voilà, mais Léo, c'est pas une question à un million là, c'est une question à un milliard là. On est plus du tout dans la même ordre de grandeur, hein. Je dirais juste une dernière réflexion d'ailleurs, et c'est valable pour ceux qui travaillent à un niveau global et qui, pas forcément que sur l'Europe. La réflexion qu'on nous faisait récemment, c'est entre les dépenses faites sur les réseaux sociaux ou à la radio ou à la télé, notamment aux US, versus l'investissement de faire du contenu pour être premier sur les LLM, avec le volume que ça va drainer, ça se discute effectivement en termes d'arbitrage. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux couvrir l'ensemble de ces canaux legacy ou est-ce qu'il y a un avantage à rapidement cranter sur ce nouveau canal? Et Thomas, de toute façon, tu l'as dit, de toute façon, c'est un canal qui va prendre de plus en plus importante, qui a déjà pris de l'importance. Donc, de toute façon, c'est inévitable. Ça serait impossible de dire non, on ne voit pas la réalité de quelque chose qui est en train de plus en plus d'ampleur. Même si ensuite, il y a de l'arbitrage sur les budgets. Enfin, je ne peux pas imaginer que quelqu'un dit non, non, je ne peux pas être sur le super influenceur qui est en train d'influencer tout le monde et qui est en train de prendre de la place de tous les côtés. Donc ensuite, il y a une question d'arbitrage. Et effectivement, pour le coup, l'arbitrage, c'est déjà de comprendre ce que PharmaGéo, en tout cas, peut apporter, justement permettant aussi derrière de faire les bons arbitrages. Oui.
Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a une dernière question. Enfin, j'ai crois avoir vu passer une question, non? Oui, il y a une question à propos du tarif, comme quoi effectivement, je pense que ça faisait partie des sujets. C'est la question à 1 milliard. Voilà. Disons, plusieurs plans hein, en fonction du nombre. En fait, c'est selon le nombre d'utilisateurs, le nombre de marques que vous voulez auditer, selon le nombre de rapports que vous voulez faire. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que le rapport complet aujourd'hui en one shot, mais qui a peu d'intérêt selon moi, il est à 3 500 € hors taxe. Néanmoins, après, il y a des licences selon ce que vous voulez tester, ce que vous voulez auditer. Et là, je vous invite à scanner le QR code, puisque c'est aussi le but, bien entendu, avec ces échantillons de rapport, de pouvoir discuter des différents. Là, tu me déçus, de Thomas. 3 500 alors qu'on parle de milliards. Là, ça fait vraiment pas cher. Ça fait vraiment cadeau de Noël. Merci, C'est merci Papa Léo, hein, c'est- et c'est Papa le, Thomas. c'est c'est effectivement le beau cadeau de Noël, peut-être à avoir un premier rapport test, mais comme je le disais, la démarche aujourd'hui, elle est de pouvoir faire des rapports sur toutes vos marques de manière récurrente. Et donc là, on a des licences Enterprise dont il faut discuter et qui intègrent toujours d'ailleurs une dose de customisation au besoin. Donc discutons-en. Il y a une question aussi sur l'interface, est de savoir si l'interface est disponible en anglais également. Parce Oui, qu'on l'interface est disponible dans toutes les langues souhaitées et après les rapports dans toutes les langues que vous souhaitez. Je le dis aussi pour ceux qui auraient leurs propres outils internes. C'est pour ça qu'on est plutôt sur un niveau enterprise. Si derrière vous avez vos propres dashboards et que vous avez aussi envie d'avoir l'API de notre outil pour l'intégrer dans vos propres outils à vous, c'est possible dans certains niveaux de licence et donc c'est ça aussi qu'il faut discuter. Je sais que la multiplication des outils et des dashboards, c'est quand on a une démarche insight, c'est souvent le problème. Et donc, on peut aussi intégrer les sorties de notre outil dans vos dashboards à vous. Bon, en tout cas, je vois qu'il est 13 heures. On va peut-être respecter le créneau et libérer toutes les personnes. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence et pour la qualité de vos questions. Je pense qu'il y a eu pas mal d'interactions directement avec Thomas et Didier. Bien évidemment, on a fait ce QR code aussi pour que vous puissiez continuer à avoir cette discussion avec Thomas ou avec moi sur ces différents sujets. Un grand merci Thomas hein, pour toute ta présentation, l'ambition que tu mets sur ce type de projet et Didier pour toutes tes interventions. Voilà, on espère qu'on vous a donné à travers cette session les clés concrètes pour bien comprendre ce que sont les modèles d'IA, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de pharma géo et plus particulièrement de la partie géo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'aller plus loin, de tester pharma géo, d'obtenir un premier rapport sur un de vos produits. On sera ravis d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir.